Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, il y a un petit peu de bruit parce qu'on est à la concession Hyundai, il y a quelques travaux à côté, donc j'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Et aujourd'hui surtout, essai de 2 voitures. J'invoque donc mon double statorien. Salut Fabien, t'es prêt pour l'essai d'aujourd'hui? Eh ben oui, écoute, moi je suis très content parce qu'on va enfin pouvoir essayer les voitures de l'année World Car of the Year 2022. Et 2023. Donc la Hyundai Ioniq 5. Et la Ioniq 6 qui nous accompagne aujourd'hui pour notre tour de l'île. Vous me suivez? Toi d'abord. On y va. Bon, on y est? Nous voilà arrivés à la grotte des premiers Français. Notre premier arrêt sur ce tour de l'île. On a parcouru 34 km jusqu'à présent, 33,8. Je sais pas. Oui, toi. à peu près, c'est ça, 34. Moi, en termes de consommation, pour l'instant, je suis à 14,7 kWh au 100. Et moi je suis à 14,9 dans la Ioniq 5. Donc oui, effectivement, l'allure du Streamliner qui joue un petit peu sur les hautes vitesses qu'on a pris jusqu'à présent, j'ai consommé un petit peu moins. En termes de pourcentage batterie, moi je suis à peu près à 94, 93, 94. Moi, je suis à 91%, mais on est parti à 97, donc on vous fera les calculs. Enfin, Voilà. il vous fera les calculs Comme en fin de vidéo comme d'habitude. Là, on va profiter de l'arrêt, on va profiter du cadre pour vous présenter l'extérieur des 2 voitures. Et c'est moi qui commence avec la Ioniq 6. Donc on se retrouve sur l'avant de cette Ioniq 6. Alors, qu'en dire? Il y a déjà quelque chose que moi personnellement, je n'aime pas vraiment, c'est les feux. Et c'est vraiment le problème pour moi sur l'avant de cette voiture. Je ne suis pas fan de la forme des feux. C'est moi que ça regarde, hein. Après chacun se fera son avis. À part cette forme-là, globalement il est plutôt réussi. À savoir que sur ce Streamliner, les designers ont eu leur mot à dire effectivement, mais c'est avant tout les gens qui travaillent sur l'aérodynamique qui ont travaillé. Donc la voiture a été faite dans un but d'avoir la meilleure aérodynamique possible et ça se ressent au niveau de la consommation, ça se ressent au niveau du ressenti de conduite, elle est géniale à conduire. Mais effectivement, le style, c'est au choix, on aime ou on n'aime pas. Je ne suis pas très fan de l'avant. On parlera de l'arrière après, mais sur l'avant, je ne suis pas très fan. Par contre, il y a certains petits éléments que j'aime beaucoup qui sont bien incorporés. La bande noire qui est ici, qui est aussi rappelée par la deuxième juste en dessous, avec l'incorporation ici du radar pour tout ce qui aide à la conduite. C'est vraiment bien intégré, j'aime beaucoup comment ça a été travaillé. On retrouve ici le thème pixel avec les 6 petits carrés qui sont ici. C'est un thème qui est cher à Hyundai sur leur dernier modèle. On les retrouvera aussi ces pixels sur la Ioniq 5 tout à l'heure. On a une partie ici, toujours pareil, tout est caché, tout est très fermé. Toujours dans le même but, le but c'est d'avoir la meilleure aérodynamique possible. Pour moi ça sacrifie un petit peu le style, mais l'un dans l'autre, je préfère autant ça parce que je suis plutôt de la team consommation que de la team style. Donc j'aime beaucoup le fait que cette voiture ait été vraiment travaillée dans le but d'avoir la meilleure aérodynamique possible. Et enfin, on a cette partie sur le bas qui revient un petit peu à l'avant. Ça lui donne pas un aspect sportif, je n'irai pas jusqu'à dire ça parce que c'est pas le but de la voiture. Mais ça aussi, ça travaille sur l'aérodynamique, ça participe à l'efficience de la voiture. On passe sur le côté. On se retrouve sur le latéral de cette voiture et c'est de loin ce que je préfère en termes de visuel, en termes d'extérieur sur la Ioniq 6. Le latéral, je le trouve vraiment réussi. Donc cet aspect Streamliner qui est un peu en goutte d'eau, le but étant encore une fois d'améliorer l'aérodynamique. Streamliner en français, ça veut dire carénage. C'est en rapport avec les TGV. Sur la Ioniq 6, ils ont un peu fait le même principe, le but étant pas d'aller vite, mais d'avoir la meilleure aérodynamique possible. Pour revenir sur le latéral, on a un capot qui est relativement court en fait. En vrai, il est assez long, mais la voiture faisant 4,85 m de long, finalement, il paraît assez court par rapport à la longueur de la voiture. On a des jantes qui sont en 20 pouces. Ça rend très bien. Du fait que la voiture est très longue, c'est très bien d'avoir mis des jantes plutôt grandes. Sur le rétroviseur ici, on reconnaît encore le thème pixel au niveau des clignotants, des rappels de clignotants. On a des poignées de porte qui sont rentrées, qui sont assez discrètes en plus. Au niveau du montant central, on retrouve un peu de noir laqué, du noir laqué autour des vitres,
pourquoi pas, ça donne un certain style, j'aime beaucoup ça. On a un petit travail qui a été fait aussi sur le bas de caisse. On voit ici avec ce pli aérodynamique, donc c'est toujours pareil, c'est pour améliorer l'efficience de la voiture. Ce qui nous ramène vers l'arrière, un aileron de requin toujours pour plus d'efficience. Et enfin ce béquet, ce double béquet même, qui a été vraiment très travaillé. On est à la limite de l'aviation pour pouvoir avoir l'efficience maximum. On a ici la trappe de recharge qui se retrouve à l'arrière droite. Pourquoi pas? Vous savez que moi j'aime pas faire tout le tour de la voiture, surtout que celle-là elle est longue. Ensuite en termes de dimension, je vous le disais, 4,85 m de long, donc une voiture vraiment longue, 1,50 m de haut pour 1,88 m de large. Donc elle est aussi assez large, c'est à prendre en compte quand on va la manœuvrer. Et en termes de garde-sol, on a 14,1 cm. Donc c'est pas exceptionnel, mais pour une berline de cette taille-là, ça reste quand même très très bien. On va passer à l'arrière. Un premier point à signaler, c'est qu'on a un haillon électrique qui se déclenche automatiquement dès qu'on se rapproche de la voiture avec la clé dans la poche. Donc ça c'est vachement pratique quand on a les mains prises. Il s'ouvre sur un coffre qui fait 400 litres, donc qui est relativement petit compte tenu de la taille de la voiture, hein. On n'est pas sur un coffre exceptionnel. De plus on a une malle, donc ça c'est aussi un point plutôt négatif selon moi. D'un point de vue chargement, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. À part ça, il est quand même plutôt bien agencé. On a un double fond, on a assez de place, il est assez large et assez long. Sincèrement, à part la malle, moi c'est vraiment la malle qui me dérange le plus, mais à part ça, ça reste quand même relativement pratique. Pour ce qui est du design de l'arrière, donc on va retrouver déjà cet aspect pixel qui va être répété vraiment énormément sur cette arrière, où on a tout le feu qui va s'allumer ici. On a un bandeau lumineux de pixels sur toute la largeur de la voiture. Sincèrement, sur les photos, j'aimais pas ça du tout, je vais vous le dire clairement. En vrai, ça rend quand même beaucoup mieux. Vraiment, en vrai, c'est assez joli, c'est assez bien intégré. Ce double béquet dont je vous parlais à l'instant, qui va vraiment travailler sur l'aérodynamique. Sur la partie basse, on a du noir laqué pour lui donner, je dirais presque un aspect presque baroudeur. C'est n'importe quoi de dire ça sur un Streamliner, mais pourquoi pas. Ça donne un petit peu, ça renforce un petit peu ce style-là. Les feux anti-brouillard qui sont ici, toujours en pixels, c'est vraiment très joli. Finalement, j'aime beaucoup cette arrière. Et du coup, on va passer à la Ioniq 5 et je vais laisser la parole à Fabien. Merci Vincent. Bon, on va enchaîner sur une voiture un peu plus sympa, à mon goût en tout cas. Donc on est sur la Ioniq 5, donc World Car of the Year 2022. C'est le modèle qu'on a en essai aujourd'hui, c'est une version H-Track, donc ça s'appelle Hyundai Traction System. À l'arrière, on a, moi je trouve en tout cas magnifique, le travail sur les pixels. C'était une des plus belles voitures à sa sortie à mon sens. Et ce travail qui a été fait sur l'arrière là, ça lui donne un côté très sportif. D'ailleurs, il y a la version N-Line qu'on mettra en incruste qui est annoncée maintenant. Et on comprend pourquoi ils sont partis sur ça. Je pense qu'ils avaient déjà la N-Line en tête en travaillant là-dessus. Donc vous voyez là, les pixels, on en a 256 qui sont distribués un peu partout sur la voiture. Mais il y a une grosse partie à l'arrière. Même ici, le bandeau lumineux, il est travaillé avec des tout petits pixels. Ou en tout cas, c'est l'aspect que ça donne quand ça s'allume. Et c'est très joli à voir. On va essayer de vous faire voir ça en image ici. Donc vous voyez tout ce qui s'allume là. Le petit bandeau qui fait tout le long ici pour bien marquer l'arrière de la voiture. Et sur le bas, donc vous avez ce diffuseur qui est travaillé, vous voyez, jusqu'au dessous là, qui lui donne l'aspect un peu SUV qui est voulu ici sur ce véhicule là. Le coffre, il s'ouvre exactement de la même façon que la Ioniq 6 quand on s'approche avec la clé dans la poche, mais vous pouvez également l'ouvrir manuellement. Vous avez un bouton dessous là, avec le petit alerte qui va retentir pour vous dire faire attention, le coffre va s'ouvrir. Ici, un petit rideau de séparation sur le coffre de 527 litres qui peut donner, en rabattant les sièges, 1591 litres. Vous avez également un sous-coffre. Donc là, on a un caisson de base, donc cette partie-là n'est pas utilisable évidemment, mais elle est protégée par du tissu. Et vous avez également tout l'arrière, tout le dessous du coffre là-bas qui est utilisable. Ici, ils ont mis le kit de réparation, le système pour la recharge V2L dont on parlera plus tard, et la petite veste. Et vous avez également une prise 12 volts dans le coffre si vous avez besoin de recharger des choses, des batteries par exemple, dont on parlait il y a 2 secondes, pour vos appareils électroniques. Ce système là, vous pouvez le décaler légèrement vers l'arrière également.
pour pouvoir rabattre les sièges un peu plus vers l'arrière. Les sièges sont réglables, les banquettes arrière est réglable en inclinaison, mais aussi elle peut s'avancer et se reculer. Donc vous pouvez allonger la taille du coffre d'origine de 527 litres à presque 600 litres en repoussant les sièges vers l'avant. On va passer sur le côté maintenant. Donc sur le côté de cette Ioniq 5 4 roues motrices, on retrouve des jantes de 20 pouces au design hyper tranché. Moi je trouve que ça ressemble à une fleur de lotus. Mais voilà, je trouve ça super beau dans le design. Et le fait que ce soit plein, ça contribue à l'efficience du véhicule. Et ça lui donne un joli aspect très sportif aussi. On a cette ligne qui court tout le long de la voiture ici. Et qui vient ici trancher la voiture en deux. Ça lui donne un super design très sportif également. Et ça vient se récupérer ici dans les petites aspérités qu'on trouve sur le bas de porte, qui est en plastique, mais très joli, qui vient se rattraper ensuite sur les arches de roue. Et toutes ces petites entailles là, ça vient rappeler le design de la voiture, vous voyez, le trait, le Z, toutes les aspérités en bas, tout se retrouve sur les arches de roue également. Donc le design a été pensé du début à la fin comme ça. Ici également, on a des petites plaques noires pour rappeler, et avec ce blanc mat là, ça rend vraiment très bien moi je trouve. Et le toit panoramique en dessus, le toit vitré noir, ça rend vraiment très bien. On a ensuite les rétroviseurs caméra. Il faut s'y habituer. Moi pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Ça fait que 34 km, mais c'est pas évident. Donc je pense qu'en fin de journée, on refera un point là-dessus. Donc on a les écrans qui sont à l'intérieur. La qualité est super, le rendu est bien. Il faut juste s'y habituer. L'emplacement, peut-être aurait dû être pensé autrement. Mais ça, on le verra sur la fin de la journée. Il faut un temps d'adaptation. Les dimensions de cette Ioniq 5, donc, on est à 4,65 m pour la longueur, 1,89 m de largeur et 1,60 m en hauteur. On a 3 mètres d'empattement, ce qui veut dire que l'espace à l'intérieur est juste immense. On vous le montrera tout à l'heure. C'est gigantesque. Et on a la garde au sol de 17 cm. Donc sur l'avant de cette Ioniq 5, c'est là où le design des pixels a trouvé son juste titre. Donc vous voyez les feux, quand ils s'allument, tous ces pixels qui s'allument, voilà pour les feux. Et tout ça a été très bien pensé. Le travail des pixels a été jusque sur le côté dans le design en plastique à l'intérieur du feu. Donc les 256 pixels, ils se comptent un peu partout sur le véhicule, mais dans tous ces petits détails aussi. Ensuite, on a cette bande lumineuse qui vient courir tout le long de la voiture ici, comme vous pouvez le voir. La nuit, c'est du plus bel effet avec les feux allumés. Et évidemment, le bas du pare-choc avec les volets actifs ici qui s'ouvrent quand la voiture est en recharge ou à l'arrêt. Sinon, elles sont fermées pour l'efficience, évidemment. Donc les mêmes aspérités qu'à l'arrière ici et sur le côté. Belle présentation Fabien. Donc finalement ce qu'on va retrouver sur ces extérieurs, on aura un côté plutôt SUV avec de l'espace en termes de dimension intérieure et un côté plutôt aérodynamique, efficience, mais ça on verra à la fin de la journée en termes de consommation, de combien elle aura gagné en termes de conso. Donc là on va reprendre la route, on se retrouve au col de Bellevue et on fera un petit point sûrement sur l'intérieur des voitures. A tout de suite les électrifiés. Alors on est arrivé, on n'est pas au col de Bellevue, on est au petit parking juste à côté de la Salette qui est pas très loin du col de Bellevue.
On avait prévu de vous montrer un petit peu le coin parce que c'est sympa et ça changeait un peu, sauf que il pleut à grosses gouttes, donc on va faire le point sur l'intérieur, à l'intérieur, c'est quand même mieux. Mais avant ça, un petit topo comme d'hab sur notre consommation. Alors notre conso depuis le départ, on a fait 115 km, c'est celle que je vois affichée devant moi. On est à 27,1 kWh au 100, donc en prenant en compte la grande montée qu'on vient de prendre. Ce qui est relativement élevé. Après, j'ai pas trop de points de comparaison parce qu'on fait très rarement ce chemin-là. On est parti de Saint-Denis aujourd'hui. Sur la montée, simplement, on est à 52,1 kWh au 100 sur les 27 km de la montée. Donc une consommation qui est plutôt haute. Compte tenu des 325 chevaux de la voiture, compte tenu du poids de la voiture, ça reste relativement correct, mais ça c'est surtout au niveau de l'aérodynamisme que ça s'est joué. Parce que je pense que pour Fabien, ça a été un peu différent. Fabien, tu peux nous donner ta conso à la fois sur la montée et depuis le début? Ma conso, pour l'ensemble du trajet pour l'instant, elle est à 28 kWh au 100. Et la conso depuis en bas, elle est à 53 kWh au 100. Donc sur les 28 derniers kilomètres, on a consommé 53 kWh au 100 et 56% de batterie. Et moi je suis à 61% de batterie et comme je viens de le dire, on était à 27 et à 52, donc 1 kWh pile poil en moins. Là on va profiter d'être dans la voiture pour vous parler de l'intérieur. On va commencer par la Ioniq 6 et je te donnerai après la main sur la Ioniq 5. Ok, on est parti. Alors on se retrouve à bord de cette Ioniq 6. L'intérieur pour moi il est vraiment très réussi. Il y a plein de petits détails que j'aime beaucoup. Ici, ces espèces de languettes là qui remontent un petit peu. C'est bête à dire, hein, c'est du plastique, c'est dur, mais c'est un effet de style qui apporte quelque chose. En fait, dans cette version, on peut aussi avoir les rétrocaméras. Et le fait d'avoir mis ça rappelle que c'est disponible et que normalement il y a l'écran de la rétrocam qui est par ici. On a des matériaux qui sont assez nobles, je dirais presque nobles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de matériel recyclé dans cette voiture. C'est-à-dire que les sièges, des plastiques, etc., tout ça c'est fait à partir de matériaux recyclés, des bouteilles plastiques ou des choses comme ça, afin d'avoir de gagner encore en efficience et en pollution sur la planète. Donc c'est des choses qui sont importantes. Mais malgré le fait que ce soit des matériaux recyclés, on est quand même sur des matériaux qui sont plutôt de bonne qualité. Au toucher, ça rend très bien. Ici c'est moussé. Pareil au niveau de la coudoir centrale, naturellement. Après, on a quand même pas mal de plastique dur. Donc tout ça là, c'est en plastique dur. Le bas de caisse, tout le bas de porte, est en plastique dur aussi. Ce qu'il y a devant moi, c'est du plastique dur aussi. Là, devant moi, au niveau du tableau de bord, c'est même pas moussé. Et ça, c'est très bien parce qu'en plastique dur, on s'en fiche, on va pas toucher jusque là. Le toit est assez mou aussi, et ça aussi, c'est une bonne chose, parce que malgré tout, elle est assez basse, et vous le voyez, ma tête, elle passe tout juste sur les dos d'âne. J'ai tapé la tête contre le toit, mais c'est tout mou, donc ça me va très bien. Au niveau du siège dans lequel je suis assis, donc on a un siège qui est ventilé, chauffé, qui est en cuir, tout électrique, avec une mémoire en plus. On a aussi l'option siège relaxant sur cette version-là. Donc en appuyant sur le bouton, on va avoir le siège qui va rentrer directement en mode relaxation. Et donc du coup dans cette position-là, qui est une position qui a été calculée par les ingénieurs de Hyundai pour être la plus relaxante possible quand on veut se poser typiquement pendant la recharge à la borne. On va être tranquillement posé. Ensuite, au niveau de la boutonnerie, au niveau du volant. Alors, on retrouve des choses qu'on avait vues dans d'autres véhicules du groupe Hyundai, où on a tout ce qui concerne les aides à la conduite sur la gauche et tout ce qui concerne le média sur la droite, avec un bouton de raccourci ici qui va être paramétrable, qui va vous permettre d'afficher différents éléments sur l'écran central. Donc ça, c'est très bien. J'aime beaucoup ces molettes là et le fait que ce soit des vrais boutons. Sur cette Ioniq 6, on a une molette ici et des boutons qui montent et qui descendent comme ça ici. J'aime beaucoup le rendu, ça rend, enfin le ressenti, ça fait solide, ça fait très dur. J'aime beaucoup quand on appuie dessus, on a un vrai retour. Ce que j'aime un peu moins, c'est au niveau des commodos, que je trouve
beaucoup trop gros. Après, voilà, c'est mon avis. Je suis pas fan du tout de ce design-là. Cette partie-là, qui va régler marche avant, marche arrière, etc. On n'a plus rien au centre. Tout a été ramené au volant. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, je sais pas. J'ai peur que quand mon genou va venir taper pendant la conduite, mon genou peut venir taper ici. Je ne sais pas comment tout ça va réagir. Donc ça m'inquiète un petit peu, mais en soi, c'est quand même une très bonne chose d'un point de vue ergonomique d'avoir ramené tout ça au niveau du volant et d'avoir libéré un petit peu de l'espace sur la console centrale. Pour finir, au niveau du volant, on a aussi le bouton Drive Mode qui est ici. Et là, vous le voyez, c'est vraiment bien fait. Quand on change de mode de conduite, ici, les 4 pixels du milieu vont changer de couleur. Donc là, en mode normal, ils vont s'afficher en blanc. En mode sport, ils se mettent en rouge. Et en mode éco, ils se mettent en vert. Donc on a différents thèmes sur l'affichage qui vont se paramétrer. Il y a possibilité tout bêtement de le mettre en fonction du mode de conduite. Et là, dès qu'on va changer de mode de conduite, ça s'affichera en mode éco avec un affichage un peu plus léger, qui vous incite à conduire un peu plus économique. Et en mode sport, où là, on voit des pixels de partout. Quand on accélère, ça s'affiche en rouge. Alors l'écran, c'est un écran du groupe Hyundai, donc je ne suis pas perdu puisque j'ai déjà eu l'occasion de le voir sur d'autres véhicules. L'aménagement est un petit peu identique. Il faut vraiment rentrer dans ce mode de fonctionnement-là, où on va avoir beaucoup de sous-menus. Toutes les options dont vous avez besoin sont dans cette voiture. Il y a énormément d'options. Par contre, il y a vraiment un travail à faire sur connaître les cheminements pour aller vers les différents menus. Typiquement, pour changer l'affichage que je vous ai montré tout à l'heure, il faut aller dans les paramètres, ensuite dans véhicule, et là vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre de changer le thème du tableau de bord, etc., etc. Donc il y a énormément de sous-menus. Ici, vous avez le sous-menu pour avoir un bruit de moteur en roulant, je vous le ferai écouter tout à l'heure. Le menu EV qui va vous permettre de limiter la puissance, enfin le pourcentage de recharge. Ça c'est hyper intéressant sur les véhicules. Ça vous permet de limiter l'usage de la batterie et en plus d'avoir un peu de régénération en partant le matin. Et plein de sous-menus, on ne va pas tous les faire. Le but c'est pas forcément de rentrer dans tous les détails, mais tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses dans cette voiture et que malgré tout, tout est assez logiquement rangé. Dernier point qui est pas des moindres, au niveau de la luminosité à l'intérieur. Donc on a une surface vitrée qui est assez importante compte tenu de la taille de la voiture, mais malgré ça on a un toit qui n'est pas panoramique mais qui est semi-ouvrant. Il va s'ouvrir jusqu'ici. On a aussi, il va s'ouvrir aussi pour libérer complètement. Alors, on va pas le faire pour pas prendre la pluie, mais ça participe beaucoup à la luminosité de la voiture. Et ensuite, même de nuit en fait, on va avoir plein de petits points lumineux qui sont plutôt bien faits. Typiquement là dans les contreportes, on a de la lumière pour aller chercher les objets quand il fait nuit. Et enfin, un dernier détail, mais quand on allume et quand on éteint la lumière, ici le bandeau lumineux a il y a un vrai jeu de lumière qui est vraiment sympathique. Et tout ça naturellement c'est configurable. On peut l'avoir en vert, en rouge, en jaune. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup cet effet là. Au niveau de la console centrale, on va retrouver le port USB pour Apple CarPlay, Android Auto, qui est un USB-A, c'est important de le préciser. Il n'y a pas d'USB-C qui permettent la connexion. Il y a des USB-C de recharge un petit peu partout, on en reparle après. On a 2 portes gobelets qui sont assez grands et qui sont à portée de main surtout. Ils ne sont pas trop bas, ils sont vraiment à hauteur de main. Au niveau du centre, on a tous les boutons de vitre qui ont été rapportés au centre. Ça c'est intéressant parce que c'est un design intéressant parce que tout bêtement ça fait économiser 2 boutons de vitre. Le passager n'a pas de bouton sur sa porte, tous les boutons de vitre sont au centre. Et j'aime bien cette façon de faire. On a le bouton auto, le bouton de verrouillage des portes, tout est ramené ici, ce qui libère vraiment toute la place au niveau de la porte et ce qui a pu laisser faire un petit peu ce travail de design qui est vraiment sympathique sur les portières. On a un chargeur à induction qui est ici, le téléphone il rentre nickel, pile poil. Quand on remonte, on a ici la console qui va permettre sur la partie basse de gérer la climatisation. Donc ce sont des boutons tactiles, j'en suis pas fan, mais c'est assez réactif malgré tout, ça se contrôle très bien.
Et on a un bouton ici qui va ramener dans l'écran sur tous les réglages de la climatisation dans l'écran. Ensuite, au niveau de la boutonnerie, on a un bouton Home qui va vous ramener à la maison. Le média, un bouton de raccourci ici qui est configurable, qui moi je l'ai configuré pour m'afficher Android Auto. Un bouton qui vous permet d'aller dans les paramètres ici pour changer les chaînes. Et enfin, la caméra de recul, sachant qu'on a une caméra 360 sur ce véhicule. Donc on va pouvoir afficher ce qui se passe derrière, devant, etc. etc. C'est vraiment bien fait. On voit bien tout le tour de la voiture. On a une vision haute également. Et le dernier bouton, c'est pour le parking automatique. Donc là, en appuyant là-dessus, vous allez pouvoir scanner les cartes, scanner les places qui sont à côté de vous pour que la voiture s'y gare toute seule. Et mieux encore, on peut faire garer la voiture en étant à l'extérieur de la voiture, en utilisant la clé de la voiture. Pour finir, en termes de rangement, on a une belle poche ici sur les contreportes. Pareil, la poignée ici, on peut y stocker des petits objets, c'est vraiment bien fait. Au niveau du design, c'est vraiment bien pensé. Au niveau du centre, on a une petite poche ici pour stocker les caches d'appareils photo. C'est hyper important si vous en avez très souvent sur vous. Donc typiquement, ce sera pour mettre les clés, c'est vraiment bien pensé. On a sous la coudoir un grand espace avec deux ports USB-C dont je vous parlais tout à l'heure pour la recharge. Et enfin, sous les portes gobelets, on va avoir cette grande poche qui va vous permettre tout bêtement de jeter les objets en arrivant dans la voiture. C'est vraiment pratique. Moi j'aime beaucoup l'impression d'espace que ça dégage. On a pas mal de rangements et pour la vie au quotidien, c'est vraiment très bien. On va maintenant passer la parole à Fabien. Fabien, tu nous entends? Ok, je prends le relais sur la Ioniq 5. Donc comme Vincent vient de vous faire la présentation de la Ioniq 6, maintenant on passe sur la Ioniq 5. Donc l'intérieur ici est bien plus est agencé différemment. C'est pas que c'est plus spacieux, c'est agencé différemment. On voit clairement que ici la volonté ça a été d'ouvrir l'habitacle aux passagers. Donc vous voyez, on a beaucoup d'espace ici. Les matériaux sont plutôt nobles. Sur les côtés là, c'est bien rembourré. Ici, on a l'écran de rappel pour la caméra extérieure, donc le rétroviseur typiquement. Donc il est bien visible, bien lumineux. Il n'y a rien de tactile là-dessus. Tout se gère directement. Tout est automatiquement géré par la caméra et le système. Donc l'écran, il est tourné comme ça. Et on s'y habitue ou pas. Franchement, là sur la journée, ça a été. Les matériaux sur la portière sont plutôt nobles. Hein. On voit qu'on a des surpiqûres ici pour montrer qu'on a voulu donner un côté luxe un peu, avec les petits pixels qu'on retrouve sur le côté ici. Les boutons ici, avec un toucher un peu aluminium, c'est du plastique, mais on sent que voilà, il y a une volonté de donner quand même un côté luxe. Hein. Les boutons de fermeture, les réglages des rétroviseurs se font ici, donc les rétrocaméras se règlent avec les boutons qui sont là, on les met exactement comme on veut. Et ensuite on a le rappel ici, la même chose pour l'autre côté, donc avec ce bouton là. On peut rabattre les rétrocaméras ici, on a un petit message sur les écrans qui nous indique ça, et voilà. Ici on a les boutons pour les réglages des sièges, on a le système de mémoire pour le siège en 2 positions, et on a plusieurs profils dans le système d'infodivertissement dont Vincent vous a parlé avant. Ensuite on a les petits rappels lumineux qu'on peut régler dans le système d'infodivertissement en différentes couleurs, donc on a des LED un peu partout pour éclairer l'habitacle la nuit. Les commandes sur le volant sont inversées par rapport à la Ioniq 6, c'est-à-dire qu'ici on a tout ce qui est multimédia et de ce côté-là à droite on a tout ce qui est aide à la conduite. Le drive mode il est là. Au volant ici on n'a pas les petites diodes lumineuses comme on avait sur la Ioniq, comme on a sur la Ioniq 6. Et les boutons, donc on a ici le frein de parc électrique, le bouton pour ouvrir le coffre depuis l'habitacle, le système pour couper le système de traction et le réglage des phares et l'auto-hold. Et ici on a un petit système aimanté un peu comme sur les frigos, vous pouvez coller des aimants. Les passagers arrière ont des boutons de chaque côté pour régler à quelle température ils veulent mettre le siège, pardon, quel type de chauffage. Il y a 2 modes, enfin 3 modes, éteint, 1 et 2, voilà. La console centrale maintenant. Cette console centrale est un peu particulière parce que comme on a voulu donner de l'espace dans la voiture, la console centrale elle peut être avancée ici grâce à une poignée qui est juste devant ici. Donc on tire vers le haut les doigts et on peut avancer et reculer
la console centrale et la placer dans 5 positions différentes. Voilà, on a les portes gobelets ici, avec les petits fonds qu'on peut enlever pour nettoyer facilement, parce que ça finit toujours par être très sale, la preuve. Hein. Donc tout ça, on a ici 2 USB-A uniquement pour la recharge, le système qui nous permet de savoir que la recharge à induction est en cours ou pas. Le système pour la recharge à induction se fait ici, donc on pose son téléphone ici, et on touche plus à rien. Le système il y a un tapis antidérapant. Ici on peut poser des clés ou quoi que ce soit d'autre. Il y a pareil un tapis antidérapant et tout ça, ça s'enlève pour pouvoir être nettoyé facilement. Ici on a un rangement supplémentaire qui s'ouvre comme ceci avec un petit tapis antidérapant au fond si on a besoin de loger des clés ou un porte-monnaie ou quoi que ce soit d'autre. Et ça se referme comme ceci. On peut également le soulever et avoir un grand espace totalement vide ici. Donc si on a besoin de stocker un grand sac par exemple et de le mettre là pour pas qu'il se balade partout, on peut le stocker ici. Ici devant, on a un port USB-A qui sert à la data. Donc on peut recharger le téléphone évidemment, mais c'est également pour avoir Android Auto et CarPlay qui sont uniquement en filaire sur ce véhicule. Avec la prise 12 volts ici, où on peut brancher un appareil qui a besoin d'un peu plus de puissance pour la recharge, et un logement également ici. Donc une fois qu'on a branché son téléphone en filaire, on a branché le câble, et il suffit de le mettre là et on n'y touche plus. Et là il ne se balade pas partout. Donc on vient de quitter le col de Bellevue, on s'est arrêté un petit peu avant cette fois pour parler de l'intérieur du véhicule, des véhicules, pas l'habitude, de l'intérieur des véhicules. On commence la descente, donc on va vous parler évidemment de la régène sur les 2 véhicules avec leurs petites spécificités qui sont le e-pédale, dont Vincent va vous parler sur sa voiture, et des 3 autres modes de régénération. Moi je vais vous parler du mode auto que j'apprécie particulièrement pour avoir conduit cette voiture pendant un certain temps, et des palettes. Donc cette Ioniq 5 et la Ioniq 6 ont des palettes au volant qui ne servent pas du tout à passer des rapports. Ces palettes servent à passer d'un mode de régénération à un autre. Donc en maintenant la palette de droite, on passe en level 1, 2, 3 ou e-pédale. Et en maintenant à nouveau, toujours en mode D, la palette de droite. On va attendre de finir ce virage, voilà. Moi, le mode que j'appréciais le plus, c'était le mode auto. Donc je maintiens la palette. Ici, ça m'affiche un petit auto sur l'écran, ce qui me permet de laisser la voiture gérer totalement la régène en descente et de récupérer l'énergie dont elle a besoin au moment qu'elle juge opportun. C'est-à-dire que s'il y a une voiture devant, elle va récupérer un petit peu plus d'énergie puisqu'elle va se baser sur la présence d'un véhicule devant ou d'un danger pour pouvoir régénérer. Là, si je lâche, elle ne va pas aller jusqu'à l'arrêt automatiquement comme ça pour rien. Elle va freiner plus ou moins fort et ça prendra un certain temps avant qu'elle arrive à l'arrêt. Alors que si j'étais dans un autre mode, ce que vous verrez sur le véhicule avec Vincent, la voiture c'est parti jusqu'à l'arrêt. Vous voyez, là on est à 22 km/h et elle rampe. Donc le mode auto, c'est pas le mode qu'il vous faut si vous voulez bénéficier de la meilleure régène dans toutes les situations. Ce mode là servira à ne pas se prendre la tête. Vous démarrez la voiture, le mode auto il reste. Merci Fabien, du coup pour cette présentation de la 5, je vais vous parler rapidement de la 6. Il n'y a pas énormément de différence, mais moi je vais vous parler d'un autre mode de conduite. Faut savoir que moi, plus ça régène, mieux je me sens. J'aime pas la pédale de frein, je la trouve inutile. Donc je me mets quasiment tout le temps en high pédale. High pédale, du coup, qui est le mode de conduite à une pédale tout bêtement. Et ce qui fait que lorsqu'on va relever le pied, même ici dans les plaines, on va avoir un freinage qui est très fort, mais surtout un freinage qui va jusqu'à l'arrêt. Donc j'ai les yeux dans le rétro pour être sûr qu'il n'y a personne qui arrive, mais on s'est bien arrêté, on est à 0 km/h. Et ce freinage est vraiment très très important. Sincèrement, ça fait partie des freinages les plus élevés que j'ai connus en termes de conduite. Donc ça, c'est très très bien. On a, comme on vous le disait, 3 autres modes de conduite, donc 0, enfin même 4, 0, 1, 2 et 3, avant d'arriver au high pédale. En 0, c'est vraiment de la roue libre, on est vraiment en full roue libre. Et au niveau 3, la régénération est assez forte, mais en high pédale, elle est vraiment encore beaucoup plus forte. À conduire, c'est vraiment très très agréable, j'aime beaucoup. Donc ici sur les petites routes des plaines dans la descente depuis le col de Bellevue, c'est hyper intéressant d'avoir ce mode de conduite là. Ensuite, en termes de prise de virage, de prise de roulis, etc. Donc là on est sur très mouillé, sur très gras.
donc j'ai pas très envie d'essayer pour voir si ça tient bien. Grosso modo, en conduite normale, on est quand même très rassuré, il n'y a pas de problème, je ne suis pas du tout inquiet. C'est juste que sous le pied droit, il y a actuellement 325 chevaux. L'avantage, c'est que c'est sur 4 roues motrices, donc ça devrait se comporter plutôt bien. Mais on est quand même sur une voiture qui fait plus de 2 tonnes, avec un empattement qui est assez long, donc j'ai pas forcément envie de la conduire sportivement. Après, elle n'est pas forcément faite pour ça non plus. Donc elle est vraiment dans son élément ici sur les petites routes des plaines. Nous voilà donc rendus à la marine à Saint-Benoît. On fait un petit point sur les consos? Allez, c'est parti. Allez, moi d'abord. On a fait 148 km depuis qu'on est parti. C'est ça. Naturellement, sur la descente depuis Saint-Benoît, on a consommé 0. Ça va pas dans depuis le col de Bellevue. On est à le col de Bellevue. On a consommé 0. On peut pas savoir exactement comment on a consommé parce que ça va pas en négatif. C'est exactement ça. Moi, j'ai récupéré 5%. Je suis à 66 là. Alors j'étais à 56 et je suis à 61 maintenant. D'accord. Donc on a récupéré 5% tous les deux. Moi, en termes de consommation, je suis à 18,1 kWh au 100 sur les 148 km. Moi, je suis à 18,9 kWh au 100 sur ces 148 km. Donc en soi, on n'a pas une énorme différence de consommation. On verra bien ce que ça donnera sur la fin parce qu'il nous reste encore un petit bout de 4 voies où normalement je devrais te rattraper, je devrais me loyer. Là, on va faire un petit topo sur les chiffres et je vais le faire tout seul parce que c'est les mêmes pour les deux voitures. Exactement, c'est la même plateforme, on ne va pas s'embêter. Au niveau de la puissance de ces deux voitures, donc on est sur la plateforme EGMP de Hyundai qui a une batterie de 77,6 kWh. En termes d'autonomie, ça annonce 516 km d'autonomie contre 454 sur la Ioniq 5. Donc naturellement, le Streamliner a un peu plus d'autonomie. Après, en termes de puissance, etc., c'est la même chose. On est à 325 chevaux sur les deux voitures. On a un couple qui est de 605 Nm sur les deux voitures également. En termes de Vmax, on est à 5,1 secondes pour atteindre 100 km/h. Et enfin, on fait en vitesse maximum, on est à 185 km/h au maximum sur les deux voitures. Un petit détail, parce que généralement on ouvre le coffre, donc je vais vous le montrer. Mais sur les deux véhicules qu'on a aujourd'hui, on dispose d'un frunk. Ici, il est de 24 litres. Et sur la Ioniq 6, il est beaucoup plus petit, il fait 14,5 litres. On passe à l'arrière, on va parler recharge. Alors au niveau de la recharge, le moment que vous attendez tous, le moment où on voit si je bafouille ou pas. Donc sur ces deux véhicules, on a déjà une trappe motorisée, ça c'est très bien, qu'on peut ouvrir ou fermer depuis l'intérieur. Ça aussi c'est vraiment bien, quand on oublie de la fermer c'est pas mal. En termes de temps de charge maintenant, sur une prise renforcée à la maison de 0 à 100% c'est 28 heures. Sur une borne en 7 kW à la maison de 0 à 100% c'est 10h30. Sur une borne en 22 kW qu'on va trouver sur les lieux publics, elle prendra que 11 kW et il faudra faire le 0 à 100% en 7 heures. Sur une borne à courant continu maintenant, les plus petites, les 25 kW de 0 à 80%, il faudra 2 heures. Sur les bornes en 50 kW de 0 à 80%, il faudra 1 heure. Sur les bornes en 100 kW de 0 à 80%, il faudra 30 minutes. Sur les bornes en 150 kW, cette voiture les acceptera puisqu'elle prend jusqu'à 239 kW de puissance et elle prendra 20 minutes pour faire 0 à 80%. Et sur la Ioniq 5, eh ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Merci. Vous l'avez peut-être remarqué, il manque toujours quelque chose sur les vitres arrière qui se balancent de droite à gauche pour essuyer la vitre quand il pleut. Mais vous vous en souvenez peut-être, chez Sator, quand on a ce genre de problème, on a la solution. Les deux véhicules que vous avez là sont équipés également du V2L, donc via l'adaptateur qui est ici, et vous allez pouvoir en sortir jusqu'à 3,6 kW, largement assez pour y brancher un sèche-cheveux et essuyer la vitre. Vachement pratique. Et nous en profitons aujourd'hui, nous avons cette fonctionnalité sur les deux véhicules que nous avons à disposition, à savoir la commande à distance. Et nous avons donc organisé une course, un sprint départ-arrêté sur environ 10 mètres parce que ça va prendre trop de temps sinon. Et on se dit, on fait un 3, 2, 1 et c'est parti. 3, 2, 1, go! Bouh!
Ioniq 6. Ouais, vas-y, tu peux le faire. Oh non, elle va plus vite la tienne. Non, t'arrêtes pas, avance. Pour finir notre petit plan à la marine, l'habituel 20 derrière 20. J'ai oublié mon double, et vous venez bien de me voir sortir de la place de devant. J'étais assis à ma position habituelle de conduite. Au niveau de l'arrière, donc on retrouve à peu près les mêmes matériaux qu'à l'avant. Donc au niveau des portes, on a toujours ces portes qui sont vraiment très bien finies. En termes de place, j'ai vraiment beaucoup d'espace au genou. On le voit très bien là. J'ai largement la place pour m'asseoir. Je suis assis un peu droit. À noter que sur cette version-là, les sièges ne sont pas inclinables. Donc on est vraiment dans la position de conduite qui est donnée et on peut pas aller plus loin. On a un accoudoir central avec deux portes gobelets ici, deux USB-C sur les places arrière et de la ventilation. Un point aussi intéressant, c'est qu'on peut bouger le siège avant. Donc pour la personne qui est assise derrière le passager, il peut depuis les places arrière régler le siège avant. Ça permet en fait, s'il n'y a personne devant et qu'on est en train de se faire transporter, on va pouvoir bouger le siège avant et libérer tout l'espace afin d'avoir encore plus de place. Sincèrement, on est plutôt bien installé. Le siège est assez confortable. Par contre, en termes de place à la tête, c'est vraiment pas ça. J'ai la tête qui touche à cause de cet arrière fuyant dû à l'aérodynamisme de la voiture. Mais bon, c'est pas trop dérangeant encore en soi. Et de toute façon, c'est bien calé par le fait que j'ai beaucoup d'espace aux jambes. Donc en me mettant un peu plus au fond dans le siège, je vais trouver ma place sans problème. Pour finir un petit peu sur ces places arrière, on a des sièges chauffants, donc commandables depuis la poignée de porte. On a quelques petits rangements aussi qui sont sympas. La porte est vraiment bien dessinée, j'aime beaucoup ça. Que ce soit la poignée de porte, les boutons, etc. Ça rend très très bien. Et par contre, on ne peut pas mettre les pieds sous le siège. Devant moi, j'ai le petit filet de rangement. Vraiment pas mal cet arrière du Ioniq 6, à part l'espace à la tête que je trouve un petit peu limite. On passe sur la Ioniq 5. Bon, je vais commencer par régler le siège avant, parce que c'était un demi-homme qui conduisait jusqu'à présent. Donc l'avantage sur ces sièges, que ce soit Ioniq 5 ou Ioniq 6, c'est qu'on a la position d'accueil. Donc dès qu'on allume la voiture, les sièges reculent à fond. Et quand on démarre, ils se réavancent. Donc là, moi, je ne suis pas petit. Le demi-homme, c'est Fabien. Un jour, il fera peut-être une taille normale. Donc là, je suis à peu près sur ma position de conduite, peut-être un peu trop bas. Là, je suis parfait. On va passer sur les sièges arrière maintenant. Donc, au niveau des sièges arrière, donc ce qu'on remarque déjà au niveau des places arrière, c'est qu'il y a quand même moins d'espace aux genoux, en tout cas, puisque là j'ai les genoux qui touchent quasiment. Bon, il y a encore assez d'espace naturellement, mais c'est moins flagrant que sur Ioniq 6. Par contre, je peux passer les pieds sous le siège, ça c'est vraiment pratique. J'ai plus de place à ce niveau-là. Sur la garde à la tête, c'est pareil, il y a quand même plus de place. Je peux facilement passer mon poing là entre les deux, donc ça se passe très très bien. En termes de ressenti, de conduite, enfin d'assise, etc., je suis mieux assis, je pense. C'est à l'arrière de ce Ioniq 5, c'est moins raide. Et en plus, je peux quand même régler la banquette. Donc je peux la mettre beaucoup plus droite, comme ceci, ou alors l'allonger complètement. Et ainsi, on peut régler en termes d'avance et de recul du siège. Donc on peut l'avancer au maximum pour libérer de la place dans le coffre. Mais là, tout de suite, ça touche. C'est déjà beaucoup plus compliqué à l'arrière. Après, en termes d'équipement en soi, c'est à peu près la même chose que dans Ioniq 6. Les matériaux sont un peu similaires. On a toujours pareil des plastiques recyclés. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Et petit avantage sur cette Ioniq 5, on dispose d'un pare-soleil. Donc ça pour les enfants c'est vraiment top. Hop, il se met comme ceci. Il est intégré dans la vitre et ça c'est vraiment pratique.
Au niveau des équipements ensuite, on a 2 ports USB-A ici à l'arrière. La ventilation, elle a été déportée. Elle est sur les montants de porte ici, donc avec un réglage de puissance et le réglage de la ventilation. On a toujours les réglages au niveau du siège avant, donc toujours pareil pour pouvoir régler la position depuis les places arrière. Et en termes de porte gobelet, etc., c'est exactement la même chose que dans le Ioniq 6. On y va, on se retrouve à Saint-Denis, à la concession, pour faire le point sur l'autonomie de WLTP. A tout de suite. On se retrouve maintenant au volant de cette Ioniq 6. On est sur le chemin pour Saint-Denis. Je vais vous parler un petit peu des aides à la conduite, comment elle se conduit comme ça sur voie rapide. On est à 90-100 là en ce moment. Donc déjà au niveau des aides à la conduite, comme je vous le disais tout à l'heure, tout se règle au niveau du volant. Donc on peut avoir le maintien en voie sans activer le régulateur. Au niveau du régulateur, donc qui s'active via les boutons qui sont ici, on va pouvoir le régler par exemple à 110. C'est un régulateur adaptatif, donc il va régler sa vitesse par rapport à la voiture qui me précède. On a un maintien en voie au centre de la voie qui est vraiment bien fait. Donc là vous voyez, je suis sans les mains. La voiture reste bien au centre de sa voie, elle prend les virages tranquillement, il n'y a aucun problème là-dessus. Un petit bip toutes les 10-15 secondes pour me dire de remettre les mains sur le volant pour que je garde mon attention portée sur la route malgré tout. Après, en termes d'aide à la conduite, on a le freinage autonome d'urgence, tout ce qui est maintien en voie, les caméras de recul dont on vous a parlé, le frein à main automatique, bref, toutes les aides dont on a l'habitude de parler. On a des feux à LED sur ces versions-là qui ne sont pas adaptatifs, donc ils font juste plein phare, ils passent juste de plein phare à feu de route quand il y a des voitures qui arrivent en face. Ce que vous entendez biper depuis tout à l'heure, en fait, c'est que dès que je passe à côté d'un panneau de signalisation, donc là je suis passé à côté d'un panneau 70, la voiture le détecte, donc elle m'affiche ici que je peux à nouveau rouler à 110, c'était ça le petit ding. Le problème, c'est qu'elle détecte absolument tous les panneaux. Donc en fait, quand je passe sur un panneau, par exemple, si je passe sur un panneau qui indique 90 sur la 4 voies, il va me dire que je dois rouler à 90. En vrai, je dois être à 110 parce qu'on est sur la 4 voies. Et il va se mettre à biper, à faire dung dung dung, ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et ça, je trouve ça assez problématique en soi. Parce que pour le désactiver, à chaque fois, il faut le redésactiver à chaque fois qu'on rentre dans la voiture. Et moi, je suis vraiment pas fan de ce fonctionnement-là. Surtout que il voit absolument tous les panneaux, c'est un bon point en soi, mais souvent on est à 110 sur la 4 voies et le panneau 90 il nous concerne. Pour finir sur cette partie conduite sur voie rapide, en termes de bruit d'air, etc., on est vraiment pas mal. Je vais me remettre à 110 pour que vous puissiez peut-être entendre ça au micro. Voilà, là je suis à 110 et malgré ça, on a vraiment très peu de bruit dans l'habitacle. C'est vraiment calme, c'est vraiment serein. Ça, c'est principalement dû à la forme aérodynamique de la voiture qui fait qu'on fend l'air comme une feuille dans le vent et qui fait aucun bruit. C'est magnifique. C'est vraiment ça. Enfin, j'ai vraiment cette impression-là. On a très très peu de bruit d'air et du coup, les bruits de roulement s'entendent un petit peu, mais ils sont loin d'être problématiques. Et après, au niveau du système sonore en lui-même, donc on a un système Bose, que ce soit sur la Ioniq 6 ou sur la Ioniq 5 qui est en train de conduire Fabien. On l'a testé tout à l'heure, il est de très très bonne qualité, il n'y a aucun problème avec ça. C'est un son premium, on entend tout ça très très bien. Donc j'ai vraiment rien à reprocher sur la conduite de cette Ioniq 6 sur voie rapide. Je vais laisser la parole à Fabien pour qu'il vous parle de la Ioniq 5. Ioniq 5, Fabien, j'ai fini mon speech sur la Ioniq 6. Je pense que les ADAS chez toi c'est pareil. Je te laisse parler plutôt de la position de conduite, du bruit, etc. etc. Donc merci Vincent pour ce point sur les aides à la conduite. Moi, en ce qui me concerne, je vais vous parler du ressenti de conduite au volant de cette Ioniq 5 World Car of the Year 2022. On est plutôt bien installé. Le siège il est réglable dans toutes les positions qu'on aimerait pouvoir avoir
dans beaucoup de véhicules. On a tous les réglages qui sont sur ma gauche ici. On a les lombaires évidemment, en hauteur et en profondeur. Et on a les réglages, donc évidemment avancer, reculer, monter, descendre, basculer le siège d'avant en arrière. Et on peut aussi régler ce petit support pour les jambes qui permet d'avoir un support supplémentaire pour les jambes longues, pour les longs trajets. Et voilà, donc c'est plutôt sympa la position de conduite. On est bien à l'aise, on peut régler évidemment le volant en hauteur et en profondeur. Ça, c'est un petit plus aussi. Les caméras, puisque je voulais en reparler en fin de journée, donc là on est déjà à 154 km, donc je peux dire que les caméras, on s'y habitue, hein. Au final c'est juste un petit coup d'œil à donner à gauche ou à droite, plutôt que de tourner la tête vers l'extérieur. Là on est juste là, donc effectivement ça demande un temps d'adaptation. Maintenant en termes de bruit dans l'habitacle, moi de mon ressenti, je trouve que c'est plutôt silencieux. Maintenant effectivement quand on compare les deux véhicules, la Ioniq 5 est un peu plus bruyante que la Ioniq 6, probablement dû au volume de l'habitacle déjà, au volume du coffre qui renvoie un peu plus de bruit d'air et de roulement dans l'habitacle. Maintenant, je ne vois pas, moi je n'entends pas de son parasite, donc il n'y a pas de craquement particulier, on n'entend pas de bruit de mobilier ou quoi que ce soit. Donc l'habitacle et la finition dans cette Ioniq 5 est plutôt pas mal. Sur cette Ioniq 6, on n'a pas les rétro-caméras sur la version qu'on a nous. On dispose quand même des rappels de caméra ici dans le tableau de bord. Et rien que ça déjà c'est très pratique, ça affiche l'angle mort. Donc on a bien les alertes aux angles morts qui sont dans le rétroviseur, qui s'allument en orange quand il y a une voiture qui passe un peu près. Mais cet affichage là je le trouve vraiment pratique. Et dans la Ioniq 5 que j'ai un petit peu conduite tout à l'heure, on a vraiment ça dans la caméra et qui sera affiché ici aussi sur le combiné. Donc ça fait un petit peu de double affichage, mais au moins on y voit très très clair sur ce qui se passe derrière nous. Nous voilà arrivés à Hyundai Réunion, on est de retour ici à Saint-Denis. Fabien il m'a lâchement abandonné, il doit être en train de faire des trucs à l'intérieur. Il va peut-être acheter un Kona, je sais pas. On va parler du coup des chiffres qui ont caractérisé notre journée. On a parcouru en tout et pour tout 180 km sur notre tour de l'île aujourd'hui. La voiture qui est à ma droite a consommé 41% d'autonomie et la voiture qui est à ma gauche en a consommé 44%. Ce qui fait qu'avec les arrondis, etc., on trouve 430 km d'autonomie pour la Ioniq 6 qui a consommé 18,1 kWh au 100 sur notre petit tour. Et pour la Ioniq 5, on est à 410 km avec une consommation à 18,9. Donc effectivement, elles ont la même batterie, elles ont la même plateforme, mais il y en a une qui est plus aérodynamique que l'autre, donc elle aura un petit peu plus d'autonomie. On sait comme d'habitude pas économiser. Sincèrement, je pense que les 500 km avec la Ioniq 6 sont largement atteignables. Et le WLTP qui est à 454 sur la Ioniq 5, c'est pareil, il est faisable à mon humble avis en roulant normalement, en roulant plutôt en ville. Ça se fait très très bien. L'heure maintenant de vous parler des tarifs de ces deux véhicules. Et pour ça, je vais commencer par la Ioniq 6 parce que c'est le plus simple. Donc pour la Ioniq 6, en fait, on va avoir une seule finition. C'est la finition exécutive qu'on a eue aujourd'hui. Donc en termes d'équipement, on vous a présenté vraiment la plupart des équipements. Il y a le V2L, etc. etc. On a une version qui est toute option. La Ioniq 6 est vendue à 69 900 €. Pour ce qui est de la Ioniq 5, on a 3 finitions. En termes de tarifs, donc on a essayé aujourd'hui une édition limitée World Car of the Year. On avait la numéro 7 sur 10. Il en reste encore quelques-unes à l'heure où on parle. Mais la version qu'on a essayée aujourd'hui est donc annoncée à un prix de 70 900 € avec tous les équipements qu'on vous a montrés et avec les petits logos World Car of the Year qui sont un petit peu partout dans la voiture. Vous allez avoir une version inférieure qui est en 2 roues motrices avec 218 chevaux, l'ancienne batterie de 72 kWh qui vous ramène à 451 km au lieu des 454 qu'on avait aujourd'hui. En termes de tarifs sur cette version inférieure, on est à 63 700 € et en termes d'équipement, c'est à peu près la même chose, à ceci près qu'il y a les spécificités de cette édition limitée sur cette version-là. Et enfin, on a une version entrée de gamme avec une version propulsion 170 chevaux, une batterie plus petite de 51 kWh qui va offrir 384 km d'autonomie. Cette version entrée de gamme vous est proposée à 53 700 €.
En termes d'équipement, vous allez perdre certains équipements. Typiquement, on n'aura plus de sellerie cuir sur la version entrée de gamme. On aura des sièges en tissu. On aura des jantes en 19 pouces au lieu des jantes en 20 pouces. On perd naturellement aussi le son premium Bose qui est encore présent sur la version intermédiaire. Et on perd également la caméra 360 et les radars d'angle mort ainsi que l'affichage dans le combiné conducteur. Donc voilà, aujourd'hui c'était 20 ici chez Hyundai. On remercie naturellement chaleureusement Hyundai pour le prêt de ces 2 véhicules. Merci à vous aussi. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous, vous avez l'habitude. Activez la cloche pour savoir pour nos prochaines vidéos. Il nous reste encore quelques voitures à faire. Ici chez Hyundai par exemple, on attend avec impatience le nouveau Kona. On espère qu'on l'aura entre les mains très bientôt. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt les électrifiés. Salut!